Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition d'information sur FM Télévision pour vous informer. Affrontement FARDC M23 RDF, déplacement des populations, situation humanitaire préoccupante. Le gouvernement de Kinshasa veut voir la situation de très près. C'est dans ce cadre qu'une délégation de 5 ministres conduite par le patron de la défense congolaise est arrivée ce jeudi à Goma, capitale du Nord Kivu. Plus d'explications avec Annie Akoulé. Cette mission gouvernementale comporte essentiellement 2 volets, comme le souligne le patron de la défense nationale congolaise, Dr Gilbert Kabanda Kourenga. 2 missions. La première, une mission humanitaire pour notre population sinistrée par la guerre. La deuxième, une mission d'inspection du ministre de la Défense nationale concernant la conduite des opérations. Composé du ministre des Affaires humanitaires, de l'Industrie, de l'Agriculture et de l'Enseignement supérieur et universitaire, mais aussi quelques députés nationaux, cette délégation venue de Kinshasa pourra donc palper du doigt la réalité des populations en souffrance. Sur la première liste de cette catégorie de population, les habitants du territoire des Rutshuru qui n'ont eu d'autre choix que de quitter leur résidence en raison des affrontements entre le FARDC et le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda. Cette mission peut également braquer le projecteur sur la question des ADF dans la ville et au territoire de Beni où se mènent les opérations conjointes FARDC et UPDF. Et bien avant de s'envoler pour Goma, aujourd'hui, le ministre de la Défense a été convoqué mercredi devant la commission défense et sécurité de 2 chambres du Parlement où il a affirmé que le gouvernement fera tout son possible pour récupérer les espaces conquis par les rebelles dans le territoire de Rutshuru. Je vous propose de les suivre. Cette séance que je viens d'avoir avec les 2 commission de défense et sécurité et du Sénat et de l'Assemblée nationale tombe juste au moment où nous avons une situation à l'Est que tout le monde connaît et qui nécessite que le gouvernement, par l'intermédiaire de son ministre de la Défense, puisse informer la représentation nationale sur ce qui se passe. C'est l'exercice que je suis venu faire et qui est tout à fait réglementaire. Et bien, l'opinion peut être rassurée par le fait que le gouvernement fera tout, je dis bien fera tout, pour que nous puissions récupérer rapidement les espaces conquis par l'ennemi. Je le dis bien, il fera tout pour que nous puissions les récupérer rapidement avec grand R. 4 combattants du groupe armé Mai Mai du sinistre Kiandenga se sont rendus au FARDC au territoire de Mombasa en Ituri. C'est le porte-parole des opérations Sokola 1 qui l'annonce. Anthony Mwalushai précise que ces rebelles ont été mis dans de bonnes conditions. On l'écoute. Après avoir arrêté les chefs de guerre Kiandenga, plusieurs de ces hommes continuent maintenant à se rendre auprès des forces armées de la République démocratique du Congo. Les dernières vagues datent de hier, mercredi 2 novembre 2022, dans les territoires de Mombasa. Nous sommes en province de l'Ituri, où 4 combattants Mai Mai munis de leurs armes se sont rendus auprès de nos forces pour, n'est-ce pas, chercher la paix et entrer dans le processus de désarmement et réinsertion. Nous profitons de cette occasion pour non seulement saluer cet acte qui montre vraiment que les jeunes qui ont choisi dans le temps les mauvais chemins ont pris conscience et ont décidé de mettre les armes par terre et chercher la voie de la raison, donc la voie de la paix. Nous lançons l'appel à ceux qui traînent encore en brousse de suivre cet exemple de ces 4 combattants Mai Mai qui sont dignes d'être appelés aujourd'hui ex-Mai Mai parce qu'ils ont choisi la voie de la raison. À ceux qui traînent encore en brousse, il est grand temps de choisir aussi cette route qui mène vers la paix durable
et sortir car vous êtes le bienvenu dans notre société et il y a de la place pour tous. Le chef de l'État a participé mercredi par visioconférence en une réunion du bureau de la conférence de l'Union africaine convoquée par son président en exercice, le Sénégalais Macky Sall. Cette rencontre virtuelle s'est tenue en prévision du sommet de cette institution continentale prévu en fin novembre au Niger. Ruth Dinonzei. Industrialiser l'Afrique, un engagement renouvelé pour une industrialisation et une diversification économique inclusive et durable, tel est le thème du prochain sommet de l'Union africaine qui sera organisé à Niamey, au Niger. En marge de ces assises, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé ce mercredi 2 novembre depuis son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine à une réunion du bureau de la conférence de l'UIA par visioconférence. Réunion convoquée par le président en exercice de cette organisation continentale, Macky Sall, qui a invité le chef d'État et des gouvernements, membres du bureau de la conférence, réunion élargie à la République du Kenya et à l'Union des Comores. Cette rencontre intervient à quelques semaines de la tenue du sommet de l'UIA sur l'industrialisation et la diversification économique qui se tiendra du 20 au 25 novembre au Niger. Le président du Sénat, Modeste Bahati, a représenté la RDC à la 42e session de l'Assemblée parlementaire paritaire Afrique-Caraïbes, Pacifique et Union européenne qui s'est tenue du 29 octobre au 2 novembre 2022 à Maputo, capitale du Mozambique. Fifi Kalumbwe, Torisa Thibault. Placé sous les thèmes lutte contre le terrorisme en Afrique subsaharienne et des défis mondiaux de la coopération en matière de changement climatique pour l'adaptation et l'atténuation à la suite de la COP27, le président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo, qui a représenté la République démocratique du Congo à la 42e session de l'Assemblée générale paritaire Afrique-Caraïbes-Pacifique et l'Union européenne, a pris la parole par motion incidentielle pour fustiger la situation critique qui traverse la RDC, dont une bonne partie de la République démocratique du Congo à son frontière avec le Rwanda et l'Ouganda est occupée par le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda. En croire le numéro 1 de la Chambre haute du Parlement, ceci doit donc nous interpeller car il n'y a aucun pays qui soit à l'abri du terrorisme, a soutenu Modeste Bahati avant de poursuivre son intervention en ces termes. Nous allons nous rallier à toutes les recommandations faites pour qu'il y ait une forte solidarité entre les États et que nous puissions réfléchir sur comment mettre fin à la circulation et à la prolifération des armes. Pour Modeste Bahati Lukwebo, au lieu de donner des fonds sous forme de coopération ou d'aide, on peut avec ces fonds créer des structures pour ramasser les armes et assurer une bonne circulation de ces dernières. Cela donnerait l'espoir pour stabiliser cette situation. Et profitant de la tribune lui offerte, le speaker du Sénat congolais a lancé un appel à tous les pays voisins pour mettre fin au soutien du groupe armé, car selon lui, ce qui se passe chez les voisins peut avoir une incidence chez soi. Intervenant sur le chapitre relatif au réchauffement climatique, Modeste Bahati Lukwebo a rappelé que les forêts constituent un moyen de vie et de survie pour le peuple. Le numéro 1 du Sénat a précisé si on continue avec des paroles, des discours, des fausses promesses et l'injustice dans la répartition des fonds devant contribuer à la stabilité du climat dans le monde, on risque d'en rester à des discours creux. C'est pour cette raison que nous disons clairement que, contrairement à ce qui était dit, la RDC respectera ses engagements en termes de l'environnement. S'agissant du projet lancé pour l'exploitation du pétrole-gaz, la RDC, sous le leadership du président de la République Félix Tshisekedi, va tenir compte de toutes les conditions requises, a dit Modeste Bahati. Il s'y est dénoté que la délégation du Sénat congolais a mis à profit son séjour à Maputo pour visiter l'ambassade de la République démocratique du Congo au Mozambique. L'ambassadeur de la RDC de ces pays, M. Kola Masaka, s'est vu honoré par la visite de cette
délégation composée de 4 sénateurs, un membre du cabinet du président de la Chambre haute du Parlement et un directeur de l'administration de cette institution. Les représentants de la SYNCO et de l'ECC étaient chez le président de la CENI pour parler processus électoral. Selon Monseigneur de Nancien-Siolet, il était question de discuter sur les mécanismes de renforcement de confiance rompus lors de la désignation du président de la centrale électorale. Suivez-le. Vous savez, l'organisation des élections crédibles, transparentes, apaisées dans le délai est un grand facteur de la paix à laquelle travaillent les confessions religieuses que nous sommes. Et la confiance est l'âme du processus électoral. Et tout le monde le sait, le processus de désignation des animateurs de la CENI a été fait dans un contexte qui a suscité beaucoup de méfiance. Donc le grand défi, c'est le défi de la construction de la confiance. Et nous sommes venus échanger avec le président de la CENI parce que dans notre entendement, quelles que soient les positions que nous avons eues lors de ce processus, il n'est pas question de croiser le bras et voir des choses aller dans tous les sens, mais nous voulons, comme lui d'ailleurs, et c'est son souci, travailler de façon à renforcer cette confiance. Donc nous sommes venus échanger avec le président de la CENI sur les mécanismes de construction, de renforcement de confiance et de collaboration entre la CENI et les partenaires que nous sommes. Et il nous a prêté oreille, il nous a prouvé que nous avions le même souci que lui. Les échanges étaient vraiment très... Son souci, c'est de soigner gratuitement la population de Kindélé dans la commune de Mongafula. Le docteur Alex a organisé ce jeudi une campagne de sensibilisation pour prévenir certaines maladies qui ôtent la quiétude aux habitants de cette région. Le tout s'est déroulé dans son centre hospitalier dénommé Monsillon. Annie Akole et Enoch Mafuka pour le reportage. La population de Kindélé semble être délaissée par les autorités. Ils ont une vie presque misérable, c'est ce qui cause plusieurs maladies dans ce coin, notamment la malaria, le diabète, la tension, pour ne citer que cela. Le docteur Alex, médecin directeur du centre hospitalier Monsillon, a organisé cette campagne de sensibilisation pour prévenir toutes ces maladies. Nous avons voulu dépister les diabètes sucrés auprès de la population. Alors, la malaria, c'est aussi une maladie endémique. Nous sommes chaque jour avec les cas de la malaria. Alors, nous allons aussi faire cet dépistage. Cela est gratuit. Pour satisfaire le patient, quelques mesures sont essentielles, confient ces professionnels de santé. Nous avons suffisamment de personnel pour s'occuper du malade, ceux qui viendront et ceux qui sont déjà là. Et nous avons suffisamment aussi des intrants parce qu'ils vont faire les examens. Nous avons des intrants suffisants pour satisfaire tout le monde. Traitement sanitaire gratuit, soins donnés avec amour, quelle n'était pas la joie des bénéficiaires. Moi, je remercie Dieu pour l'hôpital Monsillon. En tout cas, ce docteur est en train de travailler pour nous. Il est en train d'aider beaucoup de mamans ici dans notre pays. À Kinshasa, plusieurs maladies terrassent la population en raison des conditions de vie. Elle s'appelle Charlotte Aondia, c'est elle la lauréate du concours de recrutement des magistrats avec 80%. Les conclusions de cette épreuve ont été dévoilées mercredi par le président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature au cours d'une conférence de presse tenue dans la salle d'audience de la Cour de cassation. Reportage Torres Satibou. La lauréate, c'est une dame. Elle a eu 80%. Cette lauréate est issue de la ville-province de Kinshasa. Le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, parle de 24,6% de réussite à ces épreuves sur un total de 23 081 participants, ce qui fait à peu près 5 680 réussites. En relevant ces statistiques,
le président de la Cour constitutionnelle a fait une annonce très importante. Au vu des effectifs actuels, il nous a été demandé ou permis de recruter, de prendre 4000, mais au vu des résultats et des effectifs actuels, le magistrat suprême vient de nous autoriser de prendre 5000. Au moins 5000 magistrats seront retenus, oui, mais quelles infrastructures pour les accueillir pour qu'ils travaillent dans de bonnes conditions? La réponse de Dieudonné Kamouleta est on ne peut plus claire. Vous savez qu'il y a le plan de l'aménagement du territoire qui concerne les 145 territoires du pays. Et dans ce plan-là, vous qui êtes journaliste, vous devez être mieux informés. Dans chaque territoire, il y aura érection d'au moins un tribunal de paix. Pour la publication de tous les résultats, rendez-vous sur le site du Conseil supérieur de la magistrature. Parlons du procès. Jean-Marc Cabon de la Cour de cassation a jugé non fondées toutes les exceptions soulevées par la défense de l'ancien chef du parti présidentiel sur ces procédures judiciaires. Plus d'explications avec Maître Emmanuel Karaya, l'un de ses avocats. Que nos moyens que nous avons développés consistant à déclarer qu'il y avait une exception d'inconstitutionnalité compte tenu du fait qu'au niveau des actes initiés par le parquet général, en commençant par le réquisitoire du procureur général du 29 juillet, par lequel le procureur général a sollicité l'autorisation auprès du bureau de l'Assemblée nationale pour procéder à la mise en accusation de l'honorable Jean-Marc Cabon, pour procéder également à la levée des immunités, que cette contrariété-là n'était pas fondée compte tenu du fait qu'il ne s'agit que des actes de procédure. Vous comprenez? Et que donc nos moyens, nous, d'après la Cour, c'est sans objet. Et la Cour a décidé de renvoyer l'audience à la date du 14 pour instruction. Et le collectif des avocats de la défense de l'honorable Jean-Marc Cabon est encore réconforté parce que tout le monde sait, et la terre entière sait, qu'il ne s'agit que d'un procès purement politique et qui s'éloigne du droit. Et nous reviendrons avec force le 14 novembre. Le rendez-vous est pris. Et la lutte continue. Un marché, 1000 problèmes. Nous sommes au quartier 3, dans la commune de Massina, où les vendeurs du marché Moulondo ont la corde au cou. Insécurité, taxes illégales, manque de tables, etc. Voilà leur calvaire quotidien. C'est un reportage de Ania Kolé et Enoch Mafouka. C'est de cette manière que la vente s'effectue dans le marché Moulondo. Des marchandises étalées à même le sol, de risques sanitaires sont à craindre, mais il n'y a pas de choix. Un autre calvaire vécu par les vendeurs de ces marchés, c'est le problème des transports. La suspension du trafic du train leur fait payer cash. Le chemin de fer, c'est à la charge de l'ONATRA. Mais depuis la suspension du trafic du train, la route est foutue. Et vu cette situation, lors de la pluie, la route est inondée. Pas moyen de vendre pour ces femmes qui viennent se chercher. Nous avons un problème de route. Le train n'est plus opérationnel depuis 2018 jusqu'à nos jours. On ne le voit plus alors que c'est un autre moyen facile de transport. Aujourd'hui, on ne le voit plus. Ça nous fait mal. La liste de problèmes que connaissent les commerçants de ces lieux de négoce n'est pas exhaustive. Une dame qui fait la loi au marché Moulondo, sans qualité ni mandat, exige un montant pour chaque marchandise qui entre dans ce milieu commercial, comme nous ont relaté certains vendeurs anonymes. L'insécurité, voilà un autre mal qui freine la vente. Nous ne vendons presque pas dans ce marché. Les délinquants, ça et là, pas d'ordre de coup de feu, intempestif, on ne vend pas. À l'allure où vont les choses, les vendeurs risqueront de plier bagages et déserter le marché.
C'est la fin de cette édition d'information. Madame, Messieurs, merci à tous de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien.